Allez, le CAC 40 qui est un petit peu en dessous des 4500 points, qui rebondit un petit peu aujourd'hui avec une semaine boursière qui sera rythmée notamment par quoi? Par des publications de résultats, notamment aux États-Unis. Un tiers quasiment du S&P va publier ses comptes sur le premier trimestre, mais aussi les chiffres du PIB américain et européen qui sont prévus pour le premier trimestre mercredi et jeudi. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci d'être là avec nous. On a des marchés globalement qui oscillent, on va dire quoi, entre 4300 et 4500 points depuis maintenant quasiment 3 semaines. Et là, c'est vrai que c'est pas évident. Pardon? Oui, ça fait même 4 semaines. 4 semaines, il est encore plus précis que moi. Et pas évident de savoir comment on va sortir par le haut ou par le bas de ce tunnel boursier, parce qu'il y a des vents contraires qui sont assez puissants. Alors déjà, les arguments un petit peu en faveur de la hausse des marchés, c'est vrai, il y a beaucoup de forces contraires aujourd'hui. Hein. Et comme souvent, on dirait, comme souvent. Les vents contraires soufflent, on va dire, depuis la sphère du réel. Les vents porteurs soufflent depuis la sphère du virtuel, c'est-à-dire cette capacité des banques centrales qu'elles ont à appuyer sur la touche print. Et on a appris ce matin que la Banque centrale du Japon est passée en mode no limit. Il n'y a plus de plafond de rachat de dette, c'était de l'ordre de 75 milliards de dollars par mois. C'est désormais illimité. Et en ce qui concerne les achats de billets de trésorerie, elle passe également, on va dire, quasiment en illimité. Pour les achats d'ETF actions, là aussi, on va dire, c'est illimité. Autrement dit, au Japon, eh bien, il n'y a plus qu'un seul acteur omnipotent, permanent, incontournable, qui est la Banque centrale. Et comme la BCE et la Fed sont également passés en mode no limit. Oui, on en a parlé la semaine dernière, hein, la BCE qui maintenant achète des obligations de high yield, comme on dit, les anges déchus qui sont passés en dégradés par les agences de notation en catégorie non-investment grade, donc obligations pourries. Et bien pour le coup, la BCE peut en racheter. La BCE peut acheter, alors elle va pouvoir acheter, on va dire, de façon libre, des émissions qui sortiraient avec une notation high yield, double B, ou elle peut aussi acheter ou racheter aux banques des émissions obligataires qui pouvaient être notées double A, triple B, et qui, avec la crise, auraient basculé en catégorie spéculative. C'est-à-dire qu'on reconnaît que la situation un peu exceptionnelle fait que des notations ont pu être fortement abaissées sans que l'entreprise soit, on va dire, responsable de ses malheurs quelque part. Donc voilà, c'est une sorte d'excuse tout à fait utile, bien pratique, c'est de se dire ah bah avant ça cotait double A ou A. Donc on va faire comme si ça valait encore cette notation qui était qui rentrait dans les critères d'achat. C'est pour éviter de rajouter de la crise à la crise et de donner un caractère procyclique à ces dégradations. Donc pour vous, il y a les banques centrales qui sont là, donc c'est dans les arguments qui plaident pour justement une sortie par le haut de ce tunnel 4300-4500 points. Il y a la présence, l'omnipotence des banques centrales. Il y a aussi le fait que le pic épidémique, manifestement, semble quasiment atteint en Europe, aux États-Unis, où on s'en approche. Alors, on va dire que il y a les fameuses courbes de Hubert qui disent qu'on est peut-être pas loin d'avoir atteint le pic de la pandémie. Mais est-ce que c'est aujourd'hui le facteur le plus décisif? Je ne suis pas certain. Parce que qu'est-ce qu'on voit par exemple en Chine? Eh bien, la ville de Harbin, qui se situe un petit peu au nord, à la frontière, près de la frontière russe, il y a de nouveau un cluster et on reconfine Harbin. Le risque, et c'est celui également que redoute Angela Merkel, c'est qu'on ait, après déconfinement, de nouveaux foyers épidémiques et qu'on soit obligé de reconfiner. C'est-à-dire que là, c'est pas comme lorsque le printemps arrive, la neige fond et on rouvre les grands cols et on est certain qu'ils vont rester ouverts tout l'été. Là, on peut très très bien se retrouver avec d'un seul coup l'obligation de tout refermer et avec des risques de disruption, bien sûr, dans toutes les chaînes de production. Parce que si vous avez une ville lambda qui ferme en Chine, peut-être qu'elle produisait un composant automobile dont on avait absolument besoin à Wuhan, ou dont on avait besoin, je ne sais pas, à Düsseldorf ou à Munich ou à Sochaux. Voilà, on n'est pas forcément tiré d'affaire, même si le pic de pandémie a été atteint.
il faudrait qu'on soit sûr que derrière, on ne va pas à nouveau tout geler, mettre l'économie en lockdown. Ouais. Sur les résultats des entreprises, dans les vents favorables, il y a peut-être de bonnes surprises à attendre. On sait qu'un tiers je le disais, du S&P va publier ses comptes du premier trimestre cette semaine. On peut avoir de bonnes surprises ou des trucs qui sont un peu moins pires que prévu? Alors, on aura certainement du moins pire que prévu parce que de toute façon, on a toujours du moins pire de prévu, du moins pire que prévu. Le moins pire que prévu, c'est tout le temps. À chaque trimestre, c'est moins pire que prévu ou meilleur qu'attendu. Donc ça, naturellement. Alors après, on va avoir certainement peut-être de bonnes surprises alors sur Amazon, Microsoft, Apple. Apple, ça publie jeudi. Je crois qu'Amazon aussi. Ce sont des entreprises qui ont bien tenu, on en a parlé la semaine dernière, Amazon, voilà. Plus 30 depuis le début de l'année en bourse, pareil pour Netflix. Alors, plus 30 pour Amazon, plus 30 pour Netflix, un peu plus de 10 pour Amazon. Alors, ce sont des entreprises qui, en plus d'un business model qui est, on va dire, presque taillé sur mesure pour une économie en lockdown, c'est-à-dire vendre par correspondance en quelque sorte, ce sont aussi deux géants du cloud. Et là, on est dans un contexte de numérisation à outrance, pas de numérisation, de virtualisation à outrance. Et ils sont là aussi exactement avec le bon produit au bon moment. Mais la question qu'on va se poser après, c'est est-ce qu'à $2500 ou pas loin, est-ce que Amazon ne commence pas à se payer un tout petit peu cher, voire très cher, parce que un PER supérieur à 50, ça me paraît quand même très élevé, même si on se dit que l'entreprise, pour l'instant, connaît une période qui lui est très favorable, mais d'ici 3 ou 4 trimestres, est-ce que Amazon sera encore sur la même pente ascendante? Probablement pas. Donc, est-ce qu'on n'a pas déjà pricé un peu le meilleur sur Amazon ou sur Microsoft? Quant à Apple, bon, ouais, là, on va essayer d'évaluer quelle est l'ampleur du ralentissement des ventes. Bon, sur ce zigzag, encore une fois, on a vu les arguments en faveur de la hausse des marchés. Dans ce qui pourrait les pénaliser, il y a l'idée qu'on voit bien les Européens qui ont du mal à s'accorder, qui disent qu'ils sont d'accord entre eux pour trouver une solution, mais qui repoussent les décisions sur un plan de soutien à l'échelle européenne ou des Corona Bonds pas avant juin, je crois. Donc ça pourrait pénaliser les marchés? Alors avant juin, oui, si ça se passe mal, Thierry Breton nous a en quelque part, enfin nous a fait un calendrier. Il pense que lui, les Européens auront peut-être trouvé un compromis d'ici le 15 mai. Alors le compromis, ça pourrait porter sur quoi? Sur un MES, mécanisme européen de solidarité. Voilà, les conditionnalités seraient fortement allégées. Aujourd'hui, un pays peut faire appel au MES pour qu'on lui prête de l'argent, mais il doit, en contrepartie, serrer les boulons et faire de l'austérité, quoi, pour le dire. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que le MES, c'est un prêt qui doit absolument être remboursé. C'est tout le contraire de ce que fait la Banque centrale du Japon, tout le contraire de ce que fait la Fed, où là, ils achètent des choses dont ils savent que ça fera faillite et qu'ils vont, comme on dit, stériliser au bilan. Et puis le MES, il faut également l'étendre, parce qu'actuellement, il est de 300 ou 350 milliards. Il faut qu'il soit doublé au minimum pour que ça soit significatif. Et donc sans conditionnalité de mener des politiques d'austérité dans les pays qui auront recours à l'argent du MES. Dans l'idéal, quel serait le profil parfait du MES? Un petit peu une sorte de TLTRO, c'est-à-dire de l'argent pas cher, dont on sait qu'à l'échéance du TLTRO, on va émettre une nouvelle tranche de TLTRO pour rembourser la précédente. Hein, on creuse un trou pour reboucher le précédent, et ça de façon indéfinie. Autrement dit, on crée une sorte de dette perpétuelle qu'on ne rembourse jamais. Ouais. Voilà. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on a vraiment besoin du MES, puisque en fait la BCE fait déjà ça très très bien, hein, avec le fameux TLTRO, justement. Ouais. Ce qui pourrait encore une fois pénaliser un petit peu les marchés, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il y a le pétrole toujours qui est sous pression, on l'a vu encore aujourd'hui, un Brent qui est à peine au-dessus des $20. Qu'est-ce qu'on met d'autre là-dedans? Oh là là, alors le pétrole, effectivement, là, c'est un vrai souci, parce que là, on revient de plein pied dans la sphère du réel.
Là, du pétrole, on en extrait du sol et on n'a plus de quoi le stocker. Donc là, ça devient effectivement compliqué. Là, vous avez un WTI qui repère 15% ce matin. On est retombé à 14,5. Ce qui n'empêche pas le CAC 40 de rebondir, hein, soit dit en passant. Mais non, mais là, le CAC 40, il est porté par des taux, par l'éventualité de taux négatifs aux États-Unis et par une banque centrale du Japon qui dit qu'elle va tout acheter. Voilà, donc on se dit quand même qu'il y a du soutien. Maintenant, Philippe, taux négatif oui de la Fed, j'ai pas vu passer c'est quoi cette histoire? Possibilité, évidemment. Ah, si, c'est même un des membres de la Fed, monsieur Kocher-Lakota, j'écorche peut-être son nom, qui a, on va dire, dévoilé le poteau rose et qui a dit qu'il y avait des discussions aujourd'hui au sein de la Fed sur le basculement vers des taux négatifs. Non, donc c'est tout à fait officiel. Des taux Fed Fund. Des taux Fed Fund basculant en territoire négatif. Alors pour en revenir au baril de pétrole, si il retombait sous les $10, on sait qu'il y aurait une forte sinistralité parmi les producteurs. On a déjà Diamond Offshore qui se met en faillite, qui se place sous la protection du chapitre 11, enfin on a compris qu'ils sont en faillite. D'autres suivront, ce qui veut dire que pour la Fed, qui aurait racheté les émissions obligataires de ces groupes, ou qui va les racheter indirectement, parce que de toute façon, il va falloir qu'elle renfloue les banques qui vont devoir inscrire les pertes correspondantes. Ouais. Ça veut dire que on va avoir des disparitions douloureuses de producteurs de pétrole, beaucoup de chômage derrière. Je pense que ça, si on veut vraiment parler de quelque chose qui est angoissant dans le réel, c'est que à New York, les experts pensent que 50% des restaurants pourraient ne pas rouvrir, restaurants et bars, hein, bien sûr. Il ne faut pas oublier que depuis 2010, le secteur restauration loisirs a été le principal pourvoyeur d'emplois aux États-Unis. C'est peut-être 30% du total. Donc, si vous avez à New York 50% des restaurants qui ne rouvrent pas, ça veut dire autant d'ex-salariés qui n'auront plus de pouvoir d'achat. Je pense bien sûr aux salariés des groupes de Shell Oil, ils n'auront plus non plus de pouvoir d'achat parce que la protection chômage, elle ne dure que 4 mois. Ouais. Si on doit synthétiser un petit peu ce qu'on se dit là, on va se quitter là-dessus, Philippe. Ces zigzags, encore une fois, ce canal dans lequel le CAC 40 se situe actuellement, 4300, 4500 points depuis maintenant un mois. Difficile de savoir comment est-ce qu'on en sort, si on y reste et comment on en sort, par le haut ou par le bas. Et un retour à la case départ. Alors, en sortir par le haut, je ne vois rien d'autre qu'un miracle de reprise en V à laquelle personne ne croit. J'avais le président, justement, le PDG de Saint-Gobain, par téléphone, qui m'expliquait qu'en Chine, ça redémarre beaucoup plus fort que ce qu'il avait imaginé. Hein. Alors ça, il faut tenir un discours positif. Donc vous allez absolument tout dire. Ça redémarre plus vite que vous ne le croyez. Vous pensiez qu'on allait avoir 45%, on est à 50%. Dans certains secteurs, ils sont au-delà des capacités d'avant-crise, dans certains secteurs. Non, apparemment, c'est pas seulement... Bon, en tout cas, c'était son point de vue. Donc l'idée, c'est de, voilà, pour vous, donc il faudra un miracle pour que le tour démarre plus vite, c'est ça ? Ah ben oui, je vous dis, en Chine, vous pouvez peut-être démarrer très vite, très fort, parce qu'il y a peut-être des secteurs dans lesquels on a des besoins immédiats. J'imagine les masques. J'imagine que dans le secteur de la production de masques, ou la production des composants pour des tests de dépistage, là, j'imagine qu'effectivement, ça tourne à plein régime. Enfin là, aujourd'hui, à Harbin, les industries qui sont situées à Harbin, boum, de nouveau, tout est à l'arrêt. Donc, vous pouvez peut-être avoir effectivement des redémarrages, mais absolument aucune assurance que on va avoir, on va dire, une courbe ascendante régulière dans la reprise de l'activité. Et donc, entre les bonnes et les mauvaises nouvelles, entre le réel et ce que vous appelez le virtuel ou le financier, pour le coup, voilà, on finit là-dessus, il y a ce tunnel dans lequel on est quand même, ça fait un mois quand même qu'on est là-dedans. Hein. Oui, alors il y a peut-être un game changer qu'on n'a pas encore évoqué. C'est que Wall Street avait l'air de faire le pari d'une réélection de Donald Trump à peu près certaine face à un Joe Biden un petit peu mollasson, qui a parfois des petites absences, etc.
Mais là, Trump a fait une série de déclarations tellement lunaires, il a l'air tellement désemparé et tellement obsédé par le fait que l'économie doit redémarrer et surtout que Wall Street doit remonter, parce qu'on a surtout compris que c'est ça sa principale préoccupation, ouais. C'est sa boussole. Donc on se dit là, est-ce que finalement, ses priorités à lui, son calendrier personnel, est-ce que ça ne va pas venir parasiter un redémarrage bien mené de l'économie américaine? Est-ce qu'il ne confond pas vitesse et précipitation? Est-ce qu'il ne met pas trop la pression sur des industriels comme Boeing qui est sommé de reprendre la production d'avions alors qu'il y en a déjà plein sur les parkings qui attendent d'être livrés et où les clients ont résilié leurs commandes? On se demande donc si Donald Trump est la bonne personne pour assurer un deuxième mandat. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il reste à la tête des États-Unis? Game changer possible donc, la non-réélection. Voilà, donc ça serait que les marchés avaient joué. Politique. Voilà, une incertitude politique qui jusqu'à présent n'existait pas vraiment, mais qui pourrait se mettre à exister. Et est-ce que Wall Street a envie de voir, je ne sais pas, Joe Biden ou de voir Mike Pence succéder à Trump? Je n'ai pas la réponse. Bon, en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Point de vue signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe, bonne semaine.